Bonjour, ceci est la leçon 22 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Dans la leçon précédente, nous avons commencé à parler de la façon dont s'établissent de nouvelles démocraties au milieu du XXe siècle, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Un des pays qui est devenu indépendant à ce moment-là, en 1947, et qui est devenu une démocratie, c'est l'Inde. Ce pays a une population plus nombreuse et plus pauvre que dans n'importe quel autre pays qui est devenu une démocratie. Très souvent, on emploie l'expression la plus grande démocratie au monde pour parler de l'Inde. C'est un pays qui avait 300 millions d'habitants au moment de l'indépendance. C'était le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine. Vous savez que la Chine a été le pays le plus peuplé du monde pendant presque toute l'histoire humaine connue. Au XVIIIe siècle, les Chinois étaient 1 humain sur 3. Aujourd'hui, ils sont 1 humain sur 6. C'est pas parce que le nombre de Chinois a diminué, bien sûr, c'est parce que le nombre des autres a augmenté plus vite que le nombre des Chinois, notamment le nombre des Indiens. L'Inde est aujourd'hui le même nombre d'habitants, plus d'1 milliard 300 millions, à peu près à égalité avec la Chine, et la population de l'Inde augmente plus vite que celle de la Chine. L'Inde deviendra très bientôt, où elle est déjà, le pays le plus peuplé du monde. Ce pays est aussi, l'Inde, le record absolu de la diversité culturelle. Il y a un grand nombre de langues, de religions, et notamment il y a des musulmans qui vont poser un problème politique particulier, j'y reviendrai, mais beaucoup d'autres religions existent. C'est aussi une société de castes, c'est-à-dire de groupes héréditaires, hiérarchisés. Il y a les hautes castes et les basses castes, et puis il y a ceux qu'on appelle les Dalits en Inde, ou qu'on appelle souvent les intouchables, qui sont des gens qui sont hors caste, je dirais, c'est la caste la plus basse, le niveau tout à fait inférieur de cette hiérarchie des castes, qui sont des groupes extrêmement, avec des règles sociales traditionnelles extrêmement codifiées. Donc, l'Inde est un bon candidat pour le titre du pays le plus difficile à gouverner au monde. C'est le pays où la possibilité d'établir une démocratie aurait pu sembler quelque chose d'infime, enfin un des pays au monde où c'est le plus difficile de faire exister une démocratie. En réalité, ce pays devient une démocratie à son indépendance et l'est resté jusqu'à aujourd'hui, ce qui est, je trouve, exceptionnellement admirable. Le monde entier devrait être perpétuellement en train de féliciter les Indiens pour leur réussite politique depuis 1947. Et c'est aussi pour nous spécialement intéressant de réfléchir sur ce cas pour comprendre qu'est-ce qui permet l'établissement d'une démocratie, ou quels sont les exemples, quels sont les obstacles à l'établissement de démocratie qui sont très souvent mentionnés et qui existent en Inde et que l'Inde est arrivée à modifier. Une part de l'explication de la réussite indienne, c'est le passé institutionnel colonial. À cet égard, l'Inde, qui a été une colonie de la Grande-Bretagne, vous le savez, l'Inde a une certaine analogie avec les États-Unis. Les États-Unis aussi ont été une colonie britannique, et une partie des institutions du nouveau pays indépendant, les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, l'Inde au milieu du XXe, sont des institutions qui s'étaient mises en place sous le régime colonial et qui vont continuer après l'indépendance. J'ai déjà attiré votre attention sur ce point dans le cas des États-Unis. Il y a le même phénomène
dans le cas de l'Inde. Je serais tenté de dire en blague, les Indiens sont des gens qui ont eu la chance d'être colonisés par les Britanniques. Être colonisés par d'autres a souvent eu des effets politiques beaucoup plus regrettables, mais que certaines colonies britanniques aussi ont eu des conséquences de la colonisation qui étaient très difficiles à supporter. Bien sûr, la comparaison entre les États-Unis et l'Inde au moment de leur indépendance, il faut tenir compte de différences gigantesques. Enfin, les Américains, au moment de l'indépendance des États-Unis, sont 2,5 millions de gens d'origine européenne. On oublie les Amérindiens et les Noirs esclaves, qui n'ont pas leur mot à dire dans le jeu politique. La démocratie ou l'ébauche de démocratie qui s'établit aux États-Unis, très inégalitaire avec les femmes qui ne votent pas, etc. Cette ébauche de démocratie, elle ne concerne que les Américains d'origine européenne. Les Américains, ils sont 3,5 millions, 2,5 millions. Au moment de l'indépendance, les Indiens, ils sont déjà 300 millions en 1947, comme je vous le disais à l'instant. Les Américains, au moment de l'indépendance, sont déjà parmi les humains les moins pauvres ou les plus riches au monde. Les terres agricoles sont abondantes, le niveau de vie de la population de ce côté-ci de l'Atlantique, pour les gens d'origine européenne, est déjà plus élevé que partout ailleurs en Europe, et à plus forte raison partout ailleurs dans le monde. Alors que l'Inde, au moment de l'indépendance, est un pays extrêmement pauvre, aussi pauvre que les pays d'Afrique à cette époque-là. Aujourd'hui, l'Inde a fait plus de progrès que les pays africains. Et aujourd'hui, les pays les plus pauvres du monde, ils se trouvent en Afrique, mais au moment de l'indépendance de l'Inde, l'Inde était au niveau, pour le niveau de vie de la majorité de la population, elle était au niveau des pays africains. Donc, tenons compte de ces différences, je les connais évidemment, mais il y a le même phénomène aux États-Unis et en Inde que le colonisateur britannique veut que les colonies s'administrent elles-mêmes pour coûter le moins cher possible aux finances publiques de la métropole. Alors, aux États-Unis, ça veut dire que les colonies avaient déjà un système représentatif avant l'indépendance. En Inde, à un moindre niveau aussi. Il y avait un empire des Indes qui avait ses propres structures, qui avait une autonomie de décision par rapport à Londres, même si c'était des fonctionnaires britanniques et des gouverneurs britanniques qui gouvernaient l'empire des Indes. Et ils le gouvernaient avec extrêmement peu de personnel administratif britannique. Il y avait l'Inde, colonie britannique, était administrée par des Indiens. Et donc, étant donné l'immensité du pays, le travail que ça représentait, il fallait former des gens compétents pour être administrateurs, pour être officiers dans l'armée. L'armée des Indes, ce n'était pas l'armée britannique. Il y avait deux armées différentes. L'armée de la Grande-Bretagne elle-même et l'armée des Indes, avec beaucoup d'officiers britanniques qui faisaient leur carrière dans l'armée des Indes et aussi beaucoup d'officiers indiens. Déjà, l'armée de l'Empire des Indes va participer à la Première Guerre mondiale, notamment en Afrique, contre les Allemands. Dans les colonies britanniques, les colonies allemandes en Afrique, il y a déjà des colonels, des officiers supérieurs indiens dans cette armée des Indes. Donc, ça, c'est un premier effet, la formation d'un personnel d'administration ou de gouvernement qualifié à l'intérieur du pays. C'est le travail des Indiens qui ont fait ça, mais c'est les règles britanniques qui leur ont permis d'acquérir ces postes de responsabilité. L'autre chose, c'est l'apprentissage d'une vie politique. Il y a des élections en Inde avec un suffrage censitaire pour des assemblées dans les États fédérés. L'Empire des Indes est une fédération, puis certains de ces États fédérés sont des États princiers
qui continuent à avoir un prince traditionnel qui les gouverne avec une tutelle du gouvernement de l'Empire à New Delhi, dans ce qui était la capitale de l'Empire des Indes. Dans ce contexte, il y a une lutte pour l'indépendance qui s'organise en Inde et qui permet l'émergence d'une élite politique indienne organisée. En 1885 est fondé le Parti du Congrès. Le Parti du Congrès, il existe toujours en Inde aujourd'hui, il est le principal parti d'opposition. En Inde aujourd'hui, il a été le parti qui a gouverné l'Inde pendant des années après l'indépendance et il a été le principal instrument de lutte pour l'indépendance. Le Parti du Congrès deviendra indépendantiste à la fin de la Première Guerre mondiale, donc vers 1918, mais il est fondé en 1885. C'est un des plus vieux partis politiques qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Et ce parti, en lutte pour l'indépendance, a évidemment besoin d'avoir un soutien important dans la population et a besoin d'apprendre à gérer politiquement cette diversité extraordinaire de langues et de religions de la population indienne que je mentionnais tout à l'heure. Il y a un apprentissage du travail politique, de comment mobiliser des populations dans lesquelles il y a un nombre considérable d'analphabètes. J'ai déjà fait allusion à ça un peu à propos de la Turquie, qu'il y a un personnel politique en Turquie dans les années 40, dans les années 50, qui apprend le métier d'organiser la participation démocratique d'électeurs illettrés. On peut faire ça. C'est difficile, mais il faut apprendre à le faire. Ceux qui ont fait ça mieux que n'importe qui d'autre, probablement, ce sont les politiciens du Parti du Congrès en Inde. Ils n'auraient jamais pu jouer le rôle qu'ils ont joué pour obtenir l'indépendance d'abord, pour gouverner le pays de façon convenable ensuite, s'ils n'avaient pas été capables de faire ce travail. À partir de 1918, un homme va jouer un rôle central dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde, c'est Gandhi. Vous connaissez tous le nom de cet homme. C'est intéressant de savoir qui il est. Gandhi était le fils d'un ministre d'un gouvernement dans un État princier. Et il a fait des études de droit en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Gandhi a fini sa carrière politique un peu avec l'image d'un gourou indien traditionnel. C'est aussi un intellectuel avec une formation juridique sérieuse dans une université britannique de la fin du XIXe siècle. C'est un mélange des deux, c'est pas un mélange de culture indienne et un mélange de formation intellectuelle britannique. Gandhi a commencé sa carrière politique en Afrique du Sud. Il y a une population indienne nombreuse en Afrique du Sud. Elle est toujours là aujourd'hui. Elle avait immigré dans le cadre de l'Empire britannique. L'Afrique du Sud était une autre possession de l'Empire britannique. Et Gandhi était organisateur de la lutte des Indiens pour l'égalité juridique avec les Blancs en Afrique du Sud. Il a quitté l'Afrique du Sud avant que cette lutte soit terminée. Les Indiens ont eu l'égalité juridique avec les Blancs en Afrique du Sud dans les années 1990. Avec de Klerk et Mandela et quand l'apartheid prend fin en Afrique du Sud. Mais les Indiens étaient organisés au début du XXe siècle pour lutter pour leur égalité avec les autres habitants de l'Afrique du Sud, et Gandhi était cet avocat avec un diplôme britannique était un de leurs organisateurs. Il revient en Inde, je pense à la veille de la Première Guerre mondiale, et après 1918, il devient jamais le chef du Parti du Congrès, mais l'inspirateur, pas le guide spirituel, pourrait-on dire,
du Parti du Congrès et de la lutte pour l'indépendance. Et il va développer des méthodes de lutte politique qu'il avait déjà expérimentées en Afrique du Sud, des méthodes de lutte politique par la désobéissance civile. Pas que le moyen de faire pression sur l'administration coloniale, c'est le refus d'acheter du sel lorsque le sel est taxé spécialement par l'administration, c'est le refus de coopérer dans toute une série de domaines. Et ça aussi, c'est important à savoir pour comprendre la réussite politique de l'Inde, du Parti du Congrès spécialement, et de l'Inde en général, après l'indépendance. Si vous faites une méthode de lutte politique basée sur la non-coopération avec l'autorité que vous considérez comme oppressive, vous ne pouvez pas vous appuyer sur une minorité d'activistes. On peut faire de la lutte armée avec une minorité d'activistes. On peut faire des attentats avec une minorité d'activistes soigneusement organisés. On peut lutter contre le pouvoir avec un parti léninien dont je vous ai déjà parlé. Si on veut faire une lutte politique basée sur la désobéissance, le refus de coopérer avec l'autorité, il faut avoir le soutien d'un très grand nombre. Sans ça, l'autorité, elle s'en fiche de votre méthode de lutte. Vous êtes complètement inoffensif. Et ça aussi, ça va contribuer à ce que les dirigeants indiens, après l'indépendance, venus de ce parti du Congrès et ces méthodes de lutte organisées par Gandhi, inspirées par Gandhi, soient capables de gouverner une population en continuant à avoir un soutien très très important dans la population. Et que si presque tous les États qui sont devenus indépendants, qui étaient colonisés par la Grande-Bretagne, la France, secondairement la Belgique ou les Pays-Bas, même le Portugal, qui sont devenus indépendants dans la deuxième moitié du XXe siècle. Presque aucun de ces pays n'est devenu une démocratie. Presque tous sont devenus des régimes de dictature militaire, de dictature civile, de parti unique, justifiés théoriquement par l'efficacité économique supposée de ces partis. L'Union soviétique a été vue par énormément de gens, même en Occident. Je peux témoigner des universités françaises des années 60, pas le nombre de gens parmi les enseignants qui étaient persuadés que le système économique soviétique était plus efficace que le système économique capitaliste. Cette illusion va disparaître dans les années 70-80, mais il y avait la croyance que le parti unique, c'est efficace pour faire le développement économique. Et il y avait la croyance que le parti unique, c'est efficace pour gérer la diversité ethnique, qu'il faut imposer une autorité unique très forte. Sans ça, les luttes tribales, les luttes ethniques, etc., vont détruire l'unité du pays. L'Inde est le pays où les gouvernants ont appris à gérer la diversité ethnique et ont été pas si mauvais pour faire du développement économique. Ils n'ont pas été exemplaires à cet égard-là, c'est pas leur plus grande réussite, mais c'est pas non plus leur plus grand échec. Et leur plus grande réussite, c'est évidemment d'avoir été capable de garder l'unité du pays et de garder le caractère démocratique du régime politique, malgré l'épouvantable complexité que ça pouvait représenter. Et donc je crois que l'expérience de la lutte par la désobéissance civile avant la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à former une classe politique capable de réussir ce genre de choses. L'indépendance, elle s'est cependant passée assez mal à cause d'un conflit entre peut-être les musulmans et les autres, certainement le Parti du Congrès et la Ligue musulmane. Pendant très longtemps, les musulmans, en lutte pour l'indépendance de l'Inde, faisaient partie du Parti du Congrès, comme les autres. Certains des membres musulmans les plus importants du Parti du Congrès créent, en 1934,
une organisation qu'ils appellent la Ligue musulmane, qui se met à revendiquer un État distinct pour les musulmans. Les musulmans sont environ le quart de la population de l'Empire des Indes. C'est un ordre de grandeur. Je ne garantis pas le chiffre précis. Et ils disent, bon, un État doit avoir une homogénéité culturelle. Les musulmans, ils ne sont pas comme les autres. On ne veut pas être opprimé par une majorité non musulmane. Donc, on a besoin d'un État pour les musulmans. Les autres dirigeants du Congrès, les non-musulmans, vont toujours s'opposer à cette théorie, soutenir que l'Inde doit devenir indépendante avec la totalité de son territoire et qu'il ne faut pas créer un État séparé pour les musulmans. Le colonisateur britannique va se persuader que pour que le pays soit gouvernable, il vaut mieux séparer les musulmans, ou du moins un grand nombre de musulmans, des autres, qu'il faut répondre à la revendication des musulmans de créer un État particulier. Et donc, quand l'indépendance a lieu le 15 août 1947, ce sont deux États qui deviennent indépendants, l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui est créé pour les musulmans de l'Empire des Indes. Le Pakistan de 1947 ou 48 est un pays beaucoup plus grand que le Pakistan d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le Pakistan d'aujourd'hui et le Bangladesh d'aujourd'hui, qui était le Pakistan oriental, c'est la deuxième moitié de ce pays qui était en deux moitiés. Le Pakistan oriental avait un territoire qui était plus petit, mais une population qui était au moins égale à celle du Pakistan occidental. Donc il y a deux Pakistans, mais c'est le même État. Ce État qui va éclater en 1971. C'est en 1971 que le Pakistan oriental devient le Bangladesh, un État indépendant aujourd'hui. Donc le Pakistan, avec cette géographie étrange et difficile, c'est un découpage qui est fait par les administrateurs britanniques. C'est fait extrêmement vite d'ailleurs, en traçant des cartes approximatives, enfin des lignes approximatives pour essayer de mettre le plus de musulmans possible dans l'État musulman et d'avoir le moins de non-musulmans possible dans l'État musulman et le moins de musulmans possible en Inde. Évidemment, c'est impossible. La population musulmane de l'Inde, par le partage de 1947, est séparée en 3 tiers. Un tiers au Pakistan occidental, un tiers au Pakistan oriental et un tiers en Inde, qui reste en Inde. Il continue à y avoir une minorité importante de musulmans en Inde. Aujourd'hui, ils sont probablement au moins 10% de la population totale de l'Inde. Donc, la création du Pakistan, s'il y avait un problème politique de la cohabitation entre les musulmans et les autres, ce qui était la thèse de ceux qui ont voulu créer le Pakistan, qui ont demandé aux Britanniques la création du Pakistan, s'il y avait un problème de cohabitation, la création du Pakistan n'a pas supprimé le problème de cohabitation. Elle l'a peut-être diminué pour l'Inde. Et ça posait aussi un problème pour les non-musulmans qui se retrouvaient du mauvais côté de la frontière pour eux-mêmes, qui se retrouvaient inclus dans le Pakistan, l'un des deux Pakistans. Le partage de l'Inde en 1947, au moment de l'indépendance, est une histoire extrêmement grave. Il y a eu probablement 50 millions de personnes déplacées, 50 millions de personnes qui ont soit fui l'endroit où ils habitaient pour se réfugier du côté de la frontière, de la nouvelle frontière qu'ils considéraient comme le moins dangereux pour eux, soit chassés purement et simplement par leurs voisins, considérés comme des gens devenus des étrangers ou devenus des ennemis. Un certain nombre d'entre eux sont arrivés à se reclasser dans le pays d'accueil. Au moins 12 millions sont restés dans des camps de réfugiés pendant très longtemps, notamment au Pakistan oriental, et au moins 1 million de morts par des massacres réciproques au moment de ce partage, de cet échange non organisé de population, cet échange brutal de population
entre les deux pays. Et donc c'est avec ce début extrêmement pénible que s'établit le nouvel État de l'Inde, aussi le nouvel État du Pakistan, mais dont je vais parler beaucoup moins, qui a un régime politique qui est un régime politique de république démocratique et égalitaire. C'est une république, c'est la première république du Commonwealth. Aujourd'hui, dans le Commonwealth of Nations, le British Commonwealth of Nations, pas le Commonwealth dont le Canada fait partie, il n'y avait pas de république. Il y a une république à partir du moment où l'Inde se proclame une république. La reine, c'était encore un roi à ce moment-là. La reine montait sur le trône un tout petit peu plus tard. Le roi prend le titre de chef du Commonwealth, donc il n'était pas chef d'État fictif en Inde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de républiques, il y a beaucoup d'États qui sont des républiques dans le Commonwealth, notamment toutes les colonies africaines, les anciennes colonies africaines de la Grande-Bretagne, qui sont membres du Commonwealth et qui sont des républiques. Le Pakistan aussi est une république, mais un membre du Commonwealth. L'Inde est le premier qui a fait accepter au Commonwealth que on peut être une république et être membre quand même du Commonwealth. Ce régime, il est égalitaire. Il y avait des votes en Inde pour des assemblées plus ou moins consultatives avec des pouvoirs limités, mais parfois assez réels. Ces assemblées, elles étaient élues à un suffrage censitaire masculin. Le suffrage devient universel, y compris pour les femmes. C'est l'extension du droit de vote à toute la population. Officiellement, le système des castes est aboli par la nouvelle République indépendante. En pratique, la vie sociale continue à être marquée de façon très profonde par le système des castes. Peut-être pas pour toute la population de l'Inde. Il y a une partie de la population de l'Inde qui essaie d'échapper aux contraintes du système des castes, mais il y a une partie importante de la population de l'Inde jusqu'à aujourd'hui qui continue à être soumise à des contraintes qui ne sont pas légales mais sociales et qui résultent de cette structure extrêmement ancienne, avec toute une série de lois qui sont faites pour essayer de favoriser les gens qui appartiennent à des castes inférieures, pas la discrimination positive pour améliorer la situation des gens défavorisés dans une société, ça a été inventé en Inde. Aujourd'hui, on fait ça aussi aux États-Unis, on fait ça dans d'autres pays, mais c'est en Inde qu'on a commencé à faire cela au début, et c'est loin d'être une question qui est réglée. L'Inde aussi se déclare un État laïque, et pas du tout un État hindou. La religion hindouiste est la religion de très loin majoritaire en Inde, c'était déjà la religion la plus nombreuse au moment de l'indépendance, et c'était l'argument des gens qui voulaient créer le Pakistan, pas qui disaient il y a deux grandes religions, la religion musulmane et la religion hindoue, il va y avoir un Pakistan pour les musulmans, et il va y avoir, il disait souvent, un Hindoustan pour les hindous. La République indienne n'est pas un État hindou. Hindou, ça désigne une religion, ça ne désigne pas une nationalité. Donc dans ce régime républicain, égalitaire et laïque, il y a un régime parlementaire. Les Indiens vont conserver les institutions parlementaires qui existaient dans le système britannique. Il va donc y avoir un président de la République qui est un homme sans pouvoir, et il va y avoir un Premier ministre responsable devant le Parlement. Pour être Premier ministre, il faut avoir la majorité au Parlement. Au moment de l'indépendance, le chef du parti du Congrès, Nehru, devient le Premier ministre de l'Inde. Il le restera jusqu'à sa mort en 1964. Et le parti du Congrès va rester le parti majoritaire dans le Parlement indien jusqu'à au-delà de cette date-là. D'ailleurs, j'en reparlerai un tout petit peu plus loin. Alors, il y a deux assemblées, une chambre du peuple qui est la plus nombreuse, élue directement par l'ensemble de la
population, pas les élections parlementaires en Inde, élire 550 membres d'une assemblée dans un pays au moment de l'indépendance où il y a au moins 200 millions d'adultes qui ont le droit de vote. Aujourd'hui, presque 1 milliard d'adultes qui ont le droit de vote. Ça serait intéressant de demander au directeur des élections du Québec ou du Canada comment il imagine le travail de son homologue indien. Évidemment, quelque chose d'épouvantablement compliqué que les Indiens ont appris à faire et qu'ils continuent à faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut admirer beaucoup les Indiens pour leur réussite politique. Donc, à côté de la Chambre du peuple, élue directement par la population, il y a une Chambre des États qui a un peu plus de 200 membres, États dont les membres sont élus par les assemblées des États. On a quelque chose là qui ressemble un peu à ce qui est fait en Allemagne à la même époque, pas avec le Bundesrat. Et comme en Allemagne, ou comme en France, la deuxième assemblée, qu'on appelle la Chambre haute, mais vous savez que la Chambre haute, c'est la moins importante des deux. Au Canada, la Chambre haute, c'est le Sénat. Bon, mais ce n'est pas le Sénat le plus important dans notre système politique. Donc, lorsqu'il y a des désaccords pour les votes entre les deux assemblées, c'est la Chambre du peuple qui a le dernier mot. Donc, le système parlementaire peut fonctionner convenablement. À cet égard-là, les constituants indiens de cette époque sont plus lucides que les constituants italiens, qui eux font l'erreur de donner le même pouvoir à deux assemblées élues différemment. L'Inde est aussi un État fédéral. Probablement c'est indispensable étant donné la complexité du pays. Il y avait déjà des provinces constituantes sous le régime colonial, et puis il y avait les États princiers. Les États princiers vont être supprimés tous, puis ça va poser un problème qui dure jusqu'à aujourd'hui pour le Cachemire. Le Cachemire était un des États princiers. C'est une histoire intéressante, mais il ne faut pas que je prenne les 5 grandes minutes qui sont nécessaires pour l'expliquer aujourd'hui. Tous les autres États princiers ont été supprimés tranquillement, expliqué à ces princes qu'il fallait qu'ils prennent leur retraite. Donc il y a un redécoupage du territoire pour le diviser en unités fédérées, en États fédérés. Et l'État central, l'État fédéral a le droit, d'après la Constitution, de mettre en tutelle les États fédérés. Quand il y a un problème pour leur fonctionnement interne, ça a été fait plusieurs fois depuis 1947. Et surtout, il y a la possibilité pour l'État fédéral de modifier les limites des États fédérés. Lorsqu'il y a des disputes ethniques en Inde, et avec la multiplicité des groupes ethniques, il n'y a rien de plus facile que de trouver des conflits ethniques en Inde. Une des façons de gérer ces conflits ethniques, c'est de modifier les frontières des États. Probablement, dans les fédérations très complexes, c'est une bonne idée. Il y a un autre pays, là je vais faire une parenthèse, mais une parenthèse utile et intéressante pour nous, pour notre réflexion. Il y a un autre pays en Afrique qui a imité cela de l'Inde et qui l'a pratiqué de façon beaucoup plus systématique. C'est le Nigeria. Vous savez que le Nigeria est une ancienne colonie britannique qui devient indépendante, elle, au début des années 60, donc plus tard que l'Inde. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est presque 200 millions d'habitants aujourd'hui. Le Nigeria est devenu indépendant au début des années 60 avec d'abord 3 États correspondant aux 3 grandes ethnies. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'autres ethnies, mais il y en avait 3 grandes, les Hausa dans le nord, les Yoruba dans l'ouest et les Igbo dans le sud-ouest et les Igbo dans le sud-est. Et puis, il y avait bien sûr beaucoup d'autres ethnies, disons, il y avait 3 ethnies majoritaires, donc les Britanniques qui pensent que quand on fait une fédération, il faut essayer de faire correspondre les unités fédérées avec des grands ensembles ethniques, ils avaient fait ça. Et puis il y a eu
quatrième État plus petit qui a été créé dans le sud, entre l'ouest et l'est, dans le milieu. Tout ça a fonctionné assez mal jusqu'en 1967. En 1966, il y a un coup d'État militaire fait par des officiers qui appartenaient à un des groupes ethniques, les Ibo. Cette dictature militaire, elle a été renversée par d'autres militaires qui n'étaient pas Ibo. Ça a déclenché des mauvaises relations entre les Ibo qui vivaient principalement dans le sud-est, mais il y en avait beaucoup aussi dans le reste du pays, qui sont mis à avoir beaucoup de problèmes avec leurs voisins, souvent maltraités, qui se sont réfugiés dans leur région d'origine. Et en 1967, le militaire qui était le gouverneur de la région du sud-est, qui était un Ibo, a déclaré l'indépendance de sa province, qu'il a appelée le Biafra. Ça a été à l'origine d'une guerre très grave entre le Biafra et le reste du Nigeria. C'est une guerre qui dure pendant 3 ans, une guerre civile très très grave en Afrique, et qui s'est terminée de façon complètement admirable. J'en parle assez longuement dans mon livre sur les guerres civiles, parce que dans comment finir une guerre civile, le Nigeria est le meilleur exemple, je dirais, de toute l'histoire de l'humanité, et certainement de toute l'histoire depuis un siècle. Quand le Biafra a fini par être vaincu par l'armée fédérale, les militaires qui avaient organisé la sécession du Biafra et qui avaient commandé l'armée du Biafra, qui avait résisté assez efficacement pendant très longtemps, ils ont été réintégrés tout de suite dans l'armée fédérale. Il n'y a eu aucune mesure de rétorsion en quoi que ce soit qui a été prise contre les Ibo qui avaient soutenu l'indépendance du Biafra. Ils sont redevenus des citoyens du Nigeria comme tout le monde. Ça a été fait de façon tout à fait admirable. Et pendant la guerre du Biafra, l'homme qui dirigeait le gouvernement du Nigeria, qui n'était pas du tout un gouvernement démocratique, c'était aussi une dictature militaire. Il y a des dictateurs militaires parfois sages. Gowon, l'homme qui était le président du Nigeria pendant cette guerre, qui n'appartenait à aucune des 3 grandes ethnies, et qui a compris que pour sauver le pays, il fallait mettre fin à cette opposition entre les 3 grandes ethnies, et que pour faire ça, il fallait morceler les États, l'État du Nord qui était dominé par les Haoussa, l'État de l'Ouest qui était dominé par les Yoruba, et l'État de l'Est, le Biafra, qui s'était séparé, qui avait été dominé par les Ibo, et qu'il fallait créer de nouveaux États, et que quand il y a des conflits ethniques à l'intérieur du Nigeria, et bien sûr il y en a beaucoup, au lieu d'avoir une région qui veut faire sécession, comme ce qui s'était passé en 1967, on a des gens qui font des revendications pour qu'on crée un nouvel État, pour qu'on modifie les frontières des États. Et ça se transforme en conflit politique, en lutte politique, on ne s'entretue pas. Et s'il y avait une région qui veut refaire ce qu'a fait l'Est, devenu le Biafra en 1967, évidemment, ils savent tout de suite que la réaction du gouvernement fédéral et des minoritaires qu'il y a parmi eux, parce qu'il y a partout des minoritaires, les minoritaires vont demander que soient modifiées les frontières de la région qui veut faire sécession. On désarme comme ça complètement les risques de sécession. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a 36 États, sauf s'ils en ont créé un récemment et que ça m'a échappé. Ils étaient 4 en 1967. Ils sont 36 maintenant. Et ça fonctionne. Bon, il y a quantité de choses qui continuent à fonctionner de travers au Nigeria. Mais le risque de sécession de nouveau, le risque de grande guerre civile par une menace de sécession, il y a des problèmes graves dans le nord du Nigeria qui sont liés à des mouvements islamistes radicaux. C'est pas du tout la même chose que ce qui s'était passé sur une base ethnique et sécessionniste dans le cadre de la guerre du Biafra. Donc, au Nigeria, de façon beaucoup plus systématique qu'en Inde, mais on peut supposer que les dirigeants nigérians connaissaient les règles de l'Inde et pensaient que ça pouvait être un élément de solution
pour leurs problèmes. Ah, souvenez-vous de ça. Une fédération est plus facile à faire fonctionner s'il y a un plus grand nombre d'États membres que s'il y a un trop petit nombre d'États membres. Une des choses qui m'a toujours sidéré lorsque le problème de l'unité du Canada était gravement en cause, c'est-à-dire jusqu'en 1995 ou même quelques années après que le mouvement indépendantiste allait baisser beaucoup, n'était pas évident au lendemain du référendum de 1995. Ce qui m'a toujours sidéré, c'est le nombre de universitaires fédéralistes bien intentionnés qui voulaient résoudre le problème du Canada en diminuant le nombre de provinces, en disant il y a trop de provinces, on devrait en faire 4 ou 5 et ça marcherait beaucoup mieux. Évidemment, ça marcherait beaucoup plus mal. Le problème du Canada, c'est d'avoir un peu trop peu de provinces et non pas d'en avoir trop. Si on compare aux autres fédérations qui fonctionnent bien, l'Allemagne, la Suisse, même les États-Unis, finalement, ça continue à fonctionner, ils ont plus d'États membres que le Canada. Et le pire, c'est évidemment de vouloir faire une fédération à deux, comme la Tchécoslovaquie, avant que la Tchécoslovaquie éclate entre une république tchèque et une république slovaque. Il y a toute une sagesse politique là, indo-africaine qui est tout à fait capable de donner des leçons aux pays développés sur la façon de gérer les fédérations qui ont un peuplement complexe, pas dans lequel il y a aussi des conflits de langue, des conflits de religion, etc. C'est un des éléments de l'intelligence du système politique indien. Le parti du Congrès, qui est le parti dominant, le parti qui gouverne, le parti dominant déjà avant l'indépendance et qui gouverne après l'indépendance, il va rester au pouvoir jusqu'en 1977. Il va perdre le pouvoir en 1977 dans des circonstances dont je vais parler dans quelques instants. Il est revenu régulièrement au pouvoir ensuite, peu importe les dates. Depuis 2014, c'est un grand parti opposé au parti du Congrès qui est au gouvernement du Congrès. Elle est due bien sûr au prestige qui est dû au fait que c'est lui qui a obtenu l'indépendance. Juste après l'indépendance d'un pays, c'est normal que ça joue en faveur de l'influence d'un parti politique. L'autre chose, je crois, c'est l'intelligence qu'ils ont eue dans la gestion de la diversité ethnique et religieuse, et notamment le problème tellement dangereux que posaient les musulmans. Puisque le partage que je vous décrivais tout à l'heure, avec ces millions de personnes déplacées, avec son million de morts, ou même davantage, pour envenimer les relations entre les musulmans et les autres, c'était garanti. Ensuite, il y a eu 3 guerres contre le Pakistan, et beaucoup d'incidents différents, de conflits avec le Pakistan. Et le Pakistan se présentant officiellement comme un État musulman, il y a 10% de la population de l'Inde qui sont des musulmans et qui donc, à chaque guerre, courent le risque d'être considérés comme des ennemis par leurs voisins. Et c'est effectivement arrivé à certains endroits, à certains moments. Mais ça a toujours été limité par le pouvoir fédéral qui est dirigé par des gens qui savent qu'il faut éviter cela. Et une des manifestations de cela, n'est-ce pas, c'est que le président de la République, le chef d'État, le numéro 1 du régime, même si ce n'est pas lui qui gouverne, c'est le Premier ministre qui gouverne, le président de la République, depuis l'indépendance de l'Inde, il y a eu au moins 2 présidents de la République qui étaient musulmans, en 1967-69 et en 1974-77, pas pour persuader la minorité musulmane qu'ils sont des citoyens comme les autres, que le régime politique, l'État n'est pas fait pour les menacer. C'est évidemment spécialement intelligent. Le parti du Congrès a donné entre 1975 et 1977 a donné une démonstration
extraordinaire de comment ça doit fonctionner un système parlementaire. Nehru, le chef du Parti du Congrès, le Premier ministre après l'indépendance, est mort en 1964, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a eu un successeur qui est mort à son tour en 1966, et à ce moment-là, le Parti du Congrès est allé chercher la fille de Nehru, Madame Indira Gandhi. Gandhi, c'est le nom de son mari. Et ça n'a aucun lien de parenté avec le Gandhi dont je vous ai parlé tout à l'heure, même si ça s'écrit de la même façon. Donc, la fille de Nehru devient chef du parti du Congrès. C'était une personnalité politique très, très remarquable qui, en 1975, va être tentée de rendre le régime politique beaucoup plus autoritaire. L'opposition l'embête, elle limite la liberté d'action des députés de l'opposition, les journaux la critiquent, certaines de ses décisions, elle se met à faire des lois pour limiter la liberté de la presse, etc. Et à ce moment-là, je m'en souviens, beaucoup de gens qui trouvaient étonnant que de tous les pays très pauvres dans le monde qui ont été colonisés et qui sont devenus indépendants, l'Inde soit le seul qui ne devienne pas une dictature. Je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Vous voyez, ça va tourner en Inde comme chez les autres. » Ils vont se retrouver avec une dictature comme le Pakistan, la plupart du temps, comme les autres pays, comme l'Indonésie, la plupart du temps, comme la plupart des anciennes colonies en Afrique. Ça ne pouvait pas marcher, cette histoire de démocratie en Inde. Et ça a marché, parce que un certain nombre de membres du Parti du Congrès ont quitté le parti pour protester contre la conduite de leur chef et se sont ralliés à des partis d'opposition. Les partis d'opposition, à ce moment-là, ils étaient très nombreux et très faibles. Mais ces partis d'opposition, avec l'ajout des gens qui ont quitté le Congrès, vont gagner des élections en 1977. Et de 1977 à 1980, l'Inde a été gouvernée par une coalition très hétéroclite qui avait beaucoup de mal à savoir ce qu'elle voulait, sauf que ce qu'ils avaient voulu, c'est que Indira Gandhi et le Parti du Congrès ne puissent pas établir quelque chose qui risquait de devenir une dictature. En 1980, il y a eu de nouvelles élections en Inde, le Parti du Congrès a gagné, Indira Gandhi est redevenue Premier ministre et elle n'a jamais réessayé de faire ce qu'elle avait essayé de faire après 1975. Alors, il y a là une leçon très fondamentale sur le fonctionnement des régimes parlementaires. Beaucoup de gens croient que dans un régime parlementaire, c'est l'opposition qui est là pour limiter le gouvernement en place, pour empêcher le gouvernement en place de faire des choses soit scandaleuses, soit inadmissibles, soit même tout simplement non souhaitables pour l'ensemble de la population. Et en fait, l'opposition, elle contrôle rien du tout. L'opposition, elle peut rendre public des choses, elle peut dénoncer des choses, elle peut obliger le gouvernement à s'expliquer, mais elle ne peut pas limiter le gouvernement. Ceux qui peuvent limiter le gouvernement, ce sont les députés de la majorité. C'est eux qui sont les gardiens du bon comportement du gouvernement. Je crois que c'est quelque chose qui est complètement oublié au Canada. Beaucoup de gens croient qu'un député du parti majoritaire, il est là pour servir le Premier ministre, obéir au Premier ministre. Quelquefois, quand un député se met à voter contre son parti, il y a toujours un certain nombre de gens qui disent « je devrais démissionner, il a trahi ses électeurs, etc. » Si on fait des règles comme ça, on limite la possibilité de contrôler les premiers ministres. Ceux qui peuvent contrôler les premiers ministres, ce sont les députés de son parti. Il faut répéter ça à nos députés, qui ne sont pas là pour servir le Premier ministre, ils sont là pour contrôler le Premier ministre. Les députés indiens, au moins un certain nombre d'entre eux, en 1975-76, ont compris
ça. On compris ce que, par exemple, les députés du Parlement allemand de 1933 n'ont pas compris du tout. Même s'ils avaient mis Hitler au pouvoir, et c'était à eux de le limiter, les risques d'abus de pouvoir de Hitler, et qu'ils avaient intérêt à le faire, parce que s'ils ne le font pas, ils perdent leur importance sociale. Des députés indiens de 1975-76 sont des gens qui ont une expérience politique beaucoup plus poussée, beaucoup plus complexe que des députés allemands de 1933. Et j'ai tendance à penser même plus complexe que beaucoup de députés canadiens qui ne savent pas ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Donc retenez ça, n'est-ce pas, l'épisode de tentative de transformation du régime parlementaire en un régime beaucoup plus autoritaire à partir de 1975 et comment ça a été bloqué à ce moment-là par des parlementaires qui ont fait leur boulot convenablement. Alors, le parti du Congrès a cessé d'être un parti dominant après 1990. Il a été remplacé au pouvoir à plusieurs reprises, et notamment depuis 2014, par un parti qui est le Parti du peuple indien, qui est un parti qui se déclare ouvertement hindou, et qui, parfois, avant d'arriver au pouvoir, a utilisé des provocations contre les musulmans pour faire sa propre propagande dans la population. Bon, l'Inde est gouvernée aujourd'hui donc par un parti qui représente davantage le risque d'ignorer la complexité sociale de l'Inde, de ne pas savoir gérer cette complexité sociale. C'est pas sûr que ça tourne mal. Vous connaissez mon optimisme. Je préfère souligner les chances que les choses se passent bien plutôt que d'expliquer que tout va aller mal. Parce que l'hindouisme n'est pas une religion monothéiste, c'est une religion polythéiste. Et les religions polythéistes sont beaucoup moins intolérantes que les religions monothéistes. C'est les religions monothéistes qui sont intolérantes entre elles. Et une religion polythéiste est moins dangereuse. Avoir un gouvernement qui se réclame officiellement d'une religion pour avoir un soutien électoral, ce qui est le cas de ce parti au pouvoir aujourd'hui en Inde, c'est probablement moins dangereux que si c'était un parti monothéiste, que c'était une religion monothéiste. Et donc, probablement, il ne faut pas être trop pessimiste sur l'évolution de l'Inde, même si, je dirais, les mérites du Parti du Congrès et la capacité du Parti du Congrès à gérer la diversité sociale a évidemment été un des atouts de l'Inde et du régime démocratique en Inde. Alors, quel est le bilan de ce régime politique? Bon, c'est un bilan qui est assez bon, je trouve, c'est une réussite relative. D'abord, il y a une réussite économique. L'Inde est arrivée vers 1970 à améliorer beaucoup sa production agricole en faisant ce qu'on a appelé la révolution verte. La révolution verte, c'est quelque chose qui a été inventé au Mexique par un agronome américain, je pense. Et c'est très important pour diminuer les risques de famine dans le monde. L'Inde, à partir de 1970, a refusé les aides les livraisons de céréales d'aide. Il y avait tous les ans les États-Unis, le Canada et peut-être l'Argentine, d'autres qui envoyaient des milliers ou des millions de tonnes de blé en Inde pour aider l'Inde à nourrir sa population. L'Inde s'est mise à faire à partir de 1970 une politique beaucoup plus efficace pour que ce soit les agriculteurs indiens qui nourrissent la population indienne. Il y a un auteur très important à connaître pour réfléchir sur ces questions, c'est Amartya Sen. Amartya Sen est un économiste d'origine indienne qui a écrit un grand nombre de livres, dont au moins un qu'il faut connaître, dont je vous donne la référence, là, c'est Development as Freedom, publié en 1999. Et il y a beaucoup d'idées extrêmement frappantes dans l'œuvre de Amartya Sen, notamment
l'idée qu'il n'y a pas de famine dans les pays démocratiques. Qu'en Inde, il y avait des famines sous le régime colonial britannique, il n'y en a plus après l'indépendance. Parce qu'une famine n'est jamais purement la conséquence d'une crise agricole. C'est une conséquence de crise agricole et de crise du commerce et des transports. S'il y a une région où il y a eu une sécheresse, où il y a eu une inondation et que la production agricole a échoué, on peut toujours trouver de la nourriture ailleurs et la faire venir pour que la population ne meure pas de faim. On peut avoir des pénuries de nourriture, on peut avoir des situations graves, mais des vraies famines avec les gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus suffisamment à manger. Ça ne peut pas arriver dans un pays où le gouvernement a des comptes à rendre à la population, où le gouvernement ne peut pas être indifférent au malheur de la population. Et effectivement, les famines ont lieu, soit dans les régimes complètement tyranniques, où les dirigeants peuvent être totalement indifférents au sort d'une partie de la population, soit dans les pays en guerre civile. Dans les pays en guerre civile, les guerres civiles, parfois, déclenchent des famines. En Afrique, notamment, beaucoup de guerres civiles ont eu cet effet. Mais en Inde, le fait d'avoir des gouvernants qui sont obligés de tenir compte au moins un peu d'une partie des gens qui ont élu une partie des députés dont ils ont besoin du soutien dans le Parlement. Il y a une responsabilité minimale des dirigeants politiques qui fait qu'on ne peut pas ignorer complètement ce qui s'est passé ce qui se passe dans une région du pays. Amartya Sen est un auteur très important pour réfléchir sur les problèmes de la justice et les problèmes du développement économique. C'est un nom qu'il faut connaître. Quelles sont les leçons à retenir de l'expérience de l'Inde pour une réflexion sur les conditions de la démocratie? Je vais tenter de le faire en faisant 3 comparaisons avec le Pakistan, avec la Chine et avec l'Afrique. Avec le Pakistan, la création du Pakistan et l'histoire des 2 pays ensuite est un bon test pour l'idée soutenue très souvent par des auteurs assez favorables au nationalisme qui soutiennent que la cohésion culturelle de la population est nécessaire pour le fonctionnement d'une démocratie. Alors je crois que c'est vrai que la cohésion culturelle, ça facilite le gouvernement d'un pays. Ça facilite la démocratie, peut-être que ça facilite aussi la tyrannie. Ça peut faciliter les deux. L'Islande, qui est un pays extraordinairement homogène, au point de vue langue, religion, etc., et qui sont 300 ou 400 000 en tout dans l'île, c'est évidemment moins difficile à gouverner que l'Inde. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais est-ce que c'est indispensable pour avoir une démocratie ? C'est pas sûr. Et la comparaison entre le Pakistan et l'Inde est extraordinaire pour ça, parce que le Pakistan a été créé par des gens qui soutiennent que l'unité religieuse, parce qu'elle crée une solidarité entre les citoyens, est indispensable pour qu'un État puisse fonctionner. Et en fait, c'est le Pakistan qui a eu des coups d'État militaires à répétition, des institutions qui sont très rarement démocratiques. Il y a des éclipses de démocratie au Pakistan, mais pas du tout une continuité démocratique, et qui a eu, en 1970-71, une guerre civile extrêmement grave, qui a conduit à la division entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Alors que l'Inde a eu des quantités de petits conflits ethniques ici ou là, et a eu des institutions démocratiques. Il n'y a jamais eu l'ombre de la menace d'un coup d'État militaire en Inde. Et les institutions démocratiques fonctionnent avec énormément de difficultés, mais elles ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Et le pays fondé sur l'acceptation de la diversité a plus de chances d'être une démocratie stable que le pays fondé sur l'idée que l'homogénéité culturelle est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. C'est ça que montre la comparaison entre l'Inde
et le Pakistan. La comparaison avec la Chine est intéressante aussi. Il y a là deux pays qui ont le même chiffre de population aujourd'hui. La Chine était plus peuplée pendant longtemps, elle est plus étendue, le territoire est moins petit en Chine. Et en Chine, le pouvoir absolu du gouvernement central a permis deux grandes... Bon, la Chine devient un pays communiste en 1949, devient vraiment indépendante à ce moment-là. Quand je suis allé en Chine, il y a 30 ans maintenant, ce qui m'a frappé, c'est que mes étudiants chinois parlant français, à qui j'enseignais des choses, pour parler de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, ils disaient la libération. Ils employaient le même mot que les Français pour parler de 1944, pas de la fin de la guerre et la fin de l'occupation allemande. Et donc il y a un régime politique vraiment indépendant en Chine à partir de 1949, vraiment indépendant en Inde à partir de 1947. C'est quasiment contemporain. Et le régime chinois, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus centralisé, dans lequel le pouvoir central ne peut pas être limité par le pouvoir des États fédérés et par le pouvoir d'un parti politique qui dépend des électeurs. Le gouvernement chinois a provoqué au moins deux grandes catastrophes par son aventurisme politique. D'abord, le grand bond en avant après 1958, qui entraîne une famine avec des millions, peut-être des dizaines de millions de morts en Chine. Il y a eu plus de famine en Chine qu'en Inde depuis 1949 ou 1950. Et ensuite, la révolution culturelle, qui n'a pas fait autant de morts, mais qui aussi est une catastrophe dans la société chinoise dans une large mesure. Que l'État très centralisé est plus dangereux que l'État fédéral décentralisé. Et la comparaison avec l'Afrique, au moins l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique est décolonisée à partir d'environ 1960, elle est intéressante aussi parce que l'Afrique était aussi pauvre en 1950, elle l'est plus aujourd'hui, elle a fait moins de progrès économiques que l'Inde. En Afrique aussi, il y a des divisions ethniques, linguistiques, religieuses, etc., extrêmement nombreuses. Mais la différence, c'est que l'Afrique est divisée en un très grand nombre d'États souverains, ce qui fait que ces conflits ethniques, je serais tenté de dire locaux, peuvent déboucher sur de vraies guerres civiles, comme au Nigeria, j'en parlais tout à l'heure à propos du Biafra, ou des massacres de population d'une ampleur épouvantable, comme dans le cas du Rwanda, en 1994, puis les épisodes de guerre civile, il y en a ailleurs, il y en a en Éthiopie, il y en a en Angola, il y en a au Mozambique, il y en a au Congo, République démocratique du Congo, ce qui a été le Zaïre, ce qui était le Congo belge à l'époque de la colonisation. Bref, les conflits très très graves dans ces États indépendants en Afrique, qui sont souvent plus petits qu'un État fédéré de l'Inde. Mais quand dans un État fédéré de l'Inde, il y a des problèmes intercommunautaires graves, ce qui est vrai, ce qui arrive, il y a l'État fédéral au-dessus qui peut contrôler la situation et limiter le risque que ça tourne très très mal. L'Afrique sans pouvoir fédéral central est désavantagée politiquement par rapport à l'Inde, et la Chine sans structure fédérale est désavantagée par rapport à l'Inde. L'Inde est plus efficace que pratiquement tous les pays africains aujourd'hui. Elle est moins efficace que la Chine. La Chine est devenue, depuis 30 ans, oui, un bon 30 ans, un pays extrêmement efficace, le plus efficace du monde. Et l'Inde, c'est pas si mal, mais ce n'est pas du tout aussi remarquable. Donc, pour la réflexion sur les démocraties, les difficultés de la démocratie et les possibilités de surmonter ces démocraties, l'Inde est vraiment très intéressante. Un autre pays dont la transition vers la démocratie est intéressante aussi, beaucoup moins important au plan mondial, mais je vais quand même en parler dans les deux dizaines de minutes qu'il me reste dans cette leçon, c'est l'Espagne. Alors, je rappelle qu'est-ce que c'est l'Espagne. C'est un des pays importants de l'Europe occidentale qui a été
une grande puissance au XVIe ou au XVIIe siècle, qui décline à partir du XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de malheurs ensuite, largement déclenchés par l'invasion de Napoléon et la volonté de Napoléon de mettre son frère sur le trône d'Espagne et de réprimer les Espagnols par la force. Les transformations de la Révolution française vont être moins acceptées en Espagne que partout ailleurs. Je dirais les Français ont écœuré les Espagnols de la modernité politique par la façon dont ils ont traité les Espagnols au début du XIXe siècle. L'Espagne ensuite a des guerres civiles au cours du XIXe siècle. L'Espagne est très en retard économiquement, c'est beaucoup plus pauvre que les autres pays européens. La République est proclamée en 1931, un roi est renversé. Ce roi ne gouvernait pas du tout de façon démocratique, à la tête d'un régime constitutionnel. Il y avait un dictateur qui avait démissionné juste avant. C'est pour ça que le roi est renversé. Donc il y a une république très fragile et inefficace. Les difficultés étaient en pleine crise économique mondiale à ce moment-là. C'est le pire moment pour essayer d'établir un nouveau régime politique dans un pays en 1931. Il y a une guerre civile qui dure de 1936 à 1939. Cette guerre civile, elle est gagnée par un militaire. Je vous en ai parlé déjà un tout petit peu, Franco, qui est l'archétype de ces dictateurs conservateurs, ouvertement antidémocrates. Presque toujours les gens hostiles à la démocratie, ils prétendent qu'ils ont inventé une nouvelle forme de démocratie. Franco est assez exceptionnel parce que lui déclarait ouvertement que la démocratie c'était très mauvais pour l'Espagne et qu'il était là pour empêcher la démocratie de s'établir en Espagne. Franco, qui donc contrôle toute l'Espagne à partir de 1939, il a gagné dans la guerre civile, il établit un régime complètement autocratique qui va gouverner l'Espagne jusqu'au début des années 1970, jusqu'à sa mort en 1975. Franco, antidémocrate, voulait un roi pour lui succéder. Ça, c'est une histoire, c'est de la petite histoire, mais c'est quand même intéressant à raconter. Il y avait un héritier de la couronne d'Espagne, un héritier légitime, donc héritier du roi qui avait été renversé en 1931, et cet héritier qui s'appelait Juan de Bourbon, qui vivait au Portugal et qui faisait un certain nombre de déclarations extrêmement hostiles à Franco, il n'était pas Franco du tout, il accusait Franco d'être beaucoup trop autoritaire, donc Franco, royaliste, voulant avoir un roi pour lui succéder en Espagne, pouvait pas prendre cet homme qu'il considérait comme vraiment pas fréquentable. Et donc Franco a décidé de prendre comme héritier, pour devenir roi en Espagne, le fils de l'héritier légitime, Juan Carlos, qui était un homme beaucoup plus jeune, né en 1938, et qui donc est désigné en 1969 par Franco comme son héritier. Et Juan Carlos a fait son métier d'héritier de 1969 à 1975. J'ai voyagé une fois ou deux en Espagne à cette époque-là, et les Espagnols, le seul sujet sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est que Juan Carlos était un crétin. Il y a ceux qui étaient républicains et qui, bien sûr, détestaient et Franco et Juan Carlos, et il y a ceux qui étaient admirateurs de Franco et qui pensaient que Juan Carlos était vraiment un minable et que c'était un scandale de penser que quand leur grand chef serait mort, il serait remplacé par cette nullité. En fait, Juan Carlos a fait semblant des opinions très différentes de celles de son père. On a révélé ensuite que le père et le fils, le père, l'héritier légitime, pas qui lui va mourir en 1977, donc après que son fils soit monté sur le trône d'Espagne, qu'en fait le père et le fils étaient tout à fait d'accord entre eux pour que le fils accepte ce rôle d'héritier de Franco et cache le fait que ses opinions étaient les mêmes que celles de son père. Et donc Juan Carlos monte sur le trône en 1975 et surprend vraiment tout le monde. Juan Carlos a surpris les Espagnols parce qu'il donnait l'impression de quelqu'un qui n'a aucune opinion politique. Il fallait qu'il les cache, il ne fallait pas qu'il en parle du tout avant 1975.
et tous les Européens qui savaient que l'Espagne, c'était le pays des guerres civiles, le pays de l'extrémisme politique, etc. Les Européens ont regardé l'évolution de l'Espagne. Bon, j'étais déjà canadien, mais j'étais quand même encore très souvent en Europe à ce moment-là. Et j'avoue avoir regardé ça avec surprise et émerveillement. Donc, le roi va présider à l'établissement de la démocratie. Il va jouer en 3 ou 4 ans le rôle que les rois d'Angleterre ont joué sur 2 siècles, en présidant à l'évolution qui conduit à la démocratie dans leur propre pays. On a un cas flagrant là, de ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Pour établir un nouveau régime, c'est bien que ce soit l'ancien régime qui préside à la transition, pas qui s'arrange pour que la transition se passe pacifiquement. Alors, ça va être fait par étapes. Juan Carlos va d'abord prendre comme Premier ministre un haut fonctionnaire franquiste, pas quelqu'un venu de l'ancien régime, et puis il va en prendre un autre qui, à partir de 1976, va, d'accord avec le roi, annoncer la légalisation des partis politiques. Il annonce qu'il va y avoir des élections et les partis politiques peuvent se déclarer officiellement. Il y avait dans la clandestinité en Espagne un parti communiste. Et le Premier ministre et le roi décident de contacter les dirigeants communistes qui sont dans la clandestinité et de leur dire « on ne vous autorise pas ». On ne vous autorise pas parce qu'il continue à y avoir énormément de franquistes dans l'appareil d'État, pas dans l'administration et surtout dans l'armée. Et il y a un risque que l'armée fasse un coup d'État militaire pour empêcher cette évolution vers une démocratie. Alors que sous Franco, il n'y en avait pas du tout. Et donc les émissaires du Premier ministre rencontrent les dirigeants communistes et leur disent « on autorise les autres partis, vous allez être autorisés plus tard, on vous demande de vous tenir tranquille. » Et même les communistes espagnols sont modérés. Hein. Tout le monde est modéré, intelligent dans l'Espagne d'après 1975. Le Parti communiste va être légalisé en 1977, juste avant qu'il y ait des élections pour un parlement élu, donc au suffrage universel par l'ensemble de la population. C'est le parti de ce monsieur Suarez, venu du franquisme, parti conservateur qui arrive en tête dans cette élection. Et ils font une constitution qui est adoptée par référendum en 1978. Et donc le régime apparaît comme à peu près établi régulièrement avec un certain nombre de députés communistes dans le Parlement qui ont participé aux élections de façon tout à fait normale, mais qui n'ont pas un soutien très très important dans l'électorat. En février 1981, il y a une tentative de coup d'État militaire. J'étais en France à ce moment-là, chez ma mère, on a suivi ça toute la nuit à la télévision et à la radio. C'était absolument passionnant. Un groupe de militaires prennent le contrôle du Parlement dans lequel il y a un très grand nombre de députés. Il y a les députés qui sont prisonniers de militaires qui veulent abolir la démocratie. C'est donc une situation très très grave. Hein. Février 1981. Et c'est le roi qui a fait échouer le coup d'État. Les gens qui font le coup d'État, ils sont royalistes. Comme Franco était royaliste, mais ils veulent un vrai roi, un roi qui fait un régime autoritaire, pas un roi qui s'amuse à faire la démocratie. Ils pensent que c'est pas du tout un rôle normal pour un roi. Alors le roi a passé la nuit dans son palais à téléphoner à tous les généraux qui commandent les régions militaires en Espagne. Pas évidemment toute l'armée, elle n'est pas dans la capitale, c'est seulement une petite unité de l'armée qui a pris le contrôle du Parlement. Et donc le roi veut s'assurer de la fidélité à lui-même et à la Constitution de tous les généraux qui commandent des unités dans le pays. Il y a un seul général responsable d'une région militaire qui fait une réponse
hésitante ou inquiétante au roi. Quand la crise a été finie, il a été mis à la retraite rapidement pour être remplacé par quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et donc, l'armée refuse de suivre les militaires qui se sont emparés du Parlement et quittent le Parlement parce que, bon, leur affaire, ça n'a servi à rien. On raconte que le roi a passé la nuit sur son téléphone à parler aux généraux, avec à côté de lui son fils, qui était encore un petit garçon. C'est lui qui est roi d'Espagne maintenant, pas pour apprendre à son fils son futur métier de roi. Montrer que le rôle du roi n'est pas de gouverner, le rôle du roi est de garantir le bon fonctionnement des institutions. Et le fait que le roi refuse de se joindre, d'approuver le coup d'État ou de soutenir le coup d'État, place les auteurs du coup d'État dans une situation terrible parce que les royalistes font un coup d'État antidémocratique et c'est le roi qui les désarme. Ils sont dans une situation terrible. Un certain nombre de gens, d'ailleurs, en Espagne, ont dit après le prochain coup d'État, on sait que c'est le roi qu'il faut viser en premier. Il n'y a pas eu d'autres tentatives de coup d'État. En 1982, le leader du Parti socialiste gagne une élection et arrive au pouvoir. L'Espagne se met à fonctionner complètement normalement. L'Espagne va rentrer dans l'Union européenne en 1986. L'Espagne devient un régime démocratique complètement normal. Quoi dire sur les institutions espagnoles mises en place à cette époque? Donc, le roi règne mais ne gouverne pas. Et en même temps, son rôle peut être important. J'ai déjà attiré votre attention sur ce brave monsieur René Coty en 1958 en France, qui a joué un rôle, qui était président de la République, sans aucun pouvoir, qui a joué un rôle assez important pour éviter la guerre civile en France et persuader les politiciens civils d'accepter que De Gaulle devienne chef du gouvernement. Bon, le roi en Espagne, il a plus de visibilité, plus de prestige que je ne sais pas s'il en a eu encore, il est obligé d'abdiquer en faveur de son fils, mais pendant longtemps, il a eu un prestige important à cause du rôle qu'il a joué dans l'établissement de la démocratie. Il y a un gouvernement responsable devant l'Assemblée. L'Assemblée, ça s'appelle les Cortes. J'ai déjà employé ce mot, c'est comme ça qu'on appelait les assemblées féodales au Moyen-Âge en Espagne, les Cortes. Et le chef du gouvernement en Espagne s'appelle le président du gouvernement. C'est quand même un premier ministre, c'est quand même un chef de gouvernement. J'ai eu une fois un étudiant qui m'a dit dans mon bureau, l'Espagne c'est un régime présidentiel, il y a un président. Non, l'Espagne c'est une monarchie parlementaire complètement classique comme la Grande-Bretagne ou le Canada, avec un roi qui ne gouverne pas, avec un chef de gouvernement qu'on appelle le président du gouvernement. Mais ça ne change rien au fait qu'il est chef du gouvernement parce qu'il a une majorité dans le Parlement. Les députés sont élus à la représentation proportionnelle. Il y a une décentralisation régionale très très importante en Espagne. Oui, je peux finir en quelques mots là-dessus, mais que ça mériterait d'être développé principalement. L'Espagne est un État très décentralisé, mais ce n'est pas une fédération. Il n'y a pas de constitution fédérale, c'est un système de dévolution. C'est un mot qu'on utilise aussi dans le cas de la Grande-Bretagne. Je parle une seconde de la Grande-Bretagne. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a un parlement à Londres pour l'ensemble du Royaume-Uni, il y a un parlement en Écosse pour l'Écosse qui a certaines compétences, il y a un parlement au Pays de Galles qui a certaines compétences qui ne sont pas les mêmes que celles du parlement de l'Écosse, et il y a un parlement en Irlande du Nord, avec là aussi des compétences, et ces compétences, elles sont faites à chaque fois par le Parlement central. C'est le Parlement du Royaume-Uni qui délègue le pouvoir au Parlement écossais, qui a créé le Parlement écossais et qui lui délègue des pouvoirs. La même chose pour le Pays de Galles, la même chose pour l'Irlande du Nord. Et dans le cas de l'Irlande du Nord, où il y a un Parlement depuis beaucoup plus longtemps qu'en Écosse ou au Pays de Galles, il y a un Parlement en Irlande du Nord depuis 1921, qui a été suspendu ou supprimé par le Parlement britannique en 1971, si ma mémoire est bonne.
je ne sais pas si j'ai ça dans mes notes, et qui a été rétabli en 1998. C'est-à-dire que juridiquement, les parlements des États autonomes sont complètement à la merci des lois du Parlement central. Et donc, et en Espagne, la situation est la même. Il y a une autonomie pour la Catalogne, une autonomie pour la province basque, une autonomie pour la Galice. Il y a probablement d'autres autonomies en Espagne. Et ces autonomies, elles ne sont jamais exactement identiques. Elles sont créées à chaque fois, au coup par le gouvernement central, le Parlement central, qui délègue une partie de ses pouvoirs aux unités décentralisées. Et ce qui permet à l'Espagne, notamment beaucoup de mes amis intellectuels québécois, nationalistes, disaient, regardez l'Espagne, ils sont capables de faire un statut particulier pour la Catalogne, pourquoi le Canada n'est pas capable de faire un statut particulier pour le Québec de la même façon? Le problème, c'est qu'on a une constitution fédérale et qu'il faut faire une révision constitutionnelle et que ça regarde tous les autres, c'est beaucoup plus compliqué. En Espagne, le Parlement central crée la Catalogne, délègue des pouvoirs à la Catalogne, il peut déléguer des pouvoirs différents à la Catalogne et au Basque, et il pourrait aussi le leur retirer. Est-ce qu'il pourrait le faire politiquement, sans déclencher une crise épouvantable? C'est pas ça la question. Je dis que juridiquement, il peut le faire. Ce qui fait que la diversité des arrangements est beaucoup moins difficile quand c'est un système de dévolution que quand c'est un système fédéral. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et si j'ai encore le droit de dire deux mots, vous avez peut-être vu que depuis 1977, il y a une crise concernant la Catalogne. La Catalogne a organisé un référendum sur son indépendance. Et le gouvernement central a déclaré que les référendums dans la constitution espagnole, ça ne peut être fait que dans toute l'Espagne. Et que donc le référendum catalan n'est pas valide. Et ils ont essayé d'empêcher la tenue de ce référendum, ce qui, à mes yeux, était une erreur politique. Ils auraient dû se contenter de dire que ce n'était pas valide. Au Canada, on peut faire des référendums parce que la Constitution n'en parle pas. Et donc, on peut toujours faire un référendum et le gouvernement central a tout à fait la possibilité de reconnaître ou de ne pas reconnaître le résultat du référendum. Je veux dire, juridiquement, il peut faire ça. Est-ce qu'il le pourrait politiquement? C'est une autre question. Ça dépendrait, je crois, de la force de la majorité obtenue dans un référendum. La même chose dans le cas de l'Écosse ou du Pays de Galles ou de l'Irlande du Nord. Il y a eu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse il y a quelques années qui a donné un résultat négatif. D'ailleurs, les gens ont voté contre l'indépendance de l'Écosse. Il faut souligner que les questions et les modalités du référendum étaient convenues d'accord entre le gouvernement de Londres et le gouvernement écossais à Édimbourg. J'imagine les cris des indépendantistes québécois si on leur disait le prochain référendum, s'il y en a un, il faudra que la question soit fixée et les modalités soient fixées conjointement avec le gouvernement fédéral. Le système de dévolution, retenez ce mot, pas en Grande-Bretagne ou en Espagne, ce n'est pas du fédéralisme, c'est de la dévolution. Ça peut être très décentralisé quand même. C'est une décentralisation qui est plus précaire ou plus fragile, parce que le Parlement central pourrait à tout moment y mettre fin. Il en a au moins le droit juridique. Est-ce qu'il en aurait la possibilité politique? C'est une question différente. Mais là, je suis en train de me répéter. Donc, retenez cela. Et dans le cas de l'Écosse, s'il y a un référendum en Écosse sans l'accord du gouvernement de Londres, et c'est en train de se discuter actuellement, le gouvernement écossais voudrait faire un nouveau référendum, ou du moins il en parle, peut-être qu'il n'a pas vraiment l'intention, mais qu'il a intérêt à en parler, et le gouvernement de Londres dit non, il y a eu un référendum il n'y a pas suffisamment longtemps, et donc il faut attendre davantage. Mais les Écossais disent oui, mais il s'est passé quelque chose de très différent depuis, c'est que vous avez quitté l'Union européenne, nous on était bien dans l'Union européenne et on veut quitter le Royaume-Uni pour revenir dans l'Union européenne. Bon,
le débat anglo-écossais est rendu là. Je ne sais pas du tout comment ça va tourner. Mais ce type de débat est plus facile dans un système comme la Grande-Bretagne, où il n'y a pas de constitution écrite, qu'en Espagne, où il y a une constitution écrite qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de référendum si ce n'est pas dans tout le pays, qui n'est pas une règle indispensable, je crois, dans une constitution, mais qui est la règle qui pose le problème dans le cas de l'Espagne. Et aménager une décentralisation avec des droits différents selon les différentes régions, pour tenir compte des situations locales, des revendications des différents gouvernements qui revendiquent plus d'autonomie, c'est moins difficile dans un système de dévolution que dans un système fédéral. Pour une partie de nos débats politiques canadiens et pour notre compréhension de ce qui fait la différence entre un État fédéral et un État qui ne l'est pas, je crois que c'est important de faire cette distinction. Retenez cette notion de dévolution. Je vous remercie de votre attention.